thermodynamique. La thermodynamique est basée sur quatre principes. On a vu le premier, c'est le principe zéro. C'est le principe zéro de la thermodynamique. On l'a défini dans le premier chapitre. Et le principe zéro est relié à l'équilibre, à la définition de l'équilibre thermodynamique, et principalement l'équilibre thermique. Le principe zéro de la thermodynamique dit que si on a trois corps, A, B, C, A est en équilibre avec B et B est en équilibre avec C, alors A est en équilibre avec C. C'est le principe zéro. Le premier principe, c'est un principe qui généralise la conservation d'énergie. Car lorsqu'on a vu en mécanique, dans le chapitre de l'étude énergétique d'un point matériel, on a vu que l'énergie mécanique, qui est la somme de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, n'est pas conservée dans tous les cas. Particulièrement si on a une force non conservative, l'énergie mécanique ne se conserve pas. Mais une partie de cette énergie se transforme en énergie thermique. Le premier principe de la thermodynamique est une généralisation de la conservation d'énergie qui définit l'énergie totale qu'on va voir après. Avant de ce faire, il faut définir les types de transfert d'énergie. Pour que deux systèmes échangent de l'énergie, on a deux types d'échanges. Le premier, c'est le travail. Le travail, c'est un échange d'énergie entre deux systèmes qui se fait par l'intermédiaire d'une force. Et donc, le travail est défini de façon mécanique comme étant F scalaire dom. dW ici, c'est ce qu'on appelle le travail élémentaire. Et le travail élémentaire, c'est F dom. C'est le travail de cette force. Et le travail, bien sûr, a comme énergie le joule. En thermodynamique, la seule force qu'on étudie généralement, c'est la force de pression. La force de pression, et donc on va essayer de trouver l'expression de force, l'expression du travail de la force de pression. Pour ce faire, on va considérer ici un gaz dans une enceinte fermée par un piston qui est mobile, et on applique ici une force sur ce piston, et la force sur la surface nous donne la pression extérieure. La force appliquée par le piston sur le gaz est donc F extérieur égale à P extérieur SEX. Le travail élémentaire de cette force-là est donné par dW, c'est F dom. Si on remplace F par son expression et dom par son expression en coordonnées cartésiennes, car on a ici EX, et donc dom c'est dx EX plus dy EY plus dz EZ, on calcule le produit scalaire et on obtient P extérieur S dex. Et alors on trouve que le travail élémentaire de la pression, c'est la pression extérieure fois S fois dx. Ce qu'on peut écrire comme étant la pression extérieure fois V final moins V initial, qui est égal à P extérieur fois dV. dV, c'est ce petit volume-là, c'est la différence entre les deux volumes. C'est dV. Le signe moins, en fait, c'est une convention qui dit que si dV est positif, si dV est positif, on aura une augmentation de volume de gaz, et si le gaz augmente, alors le gaz applique la force sur le piston, et donc il donne de l'énergie, et donc dW doit être négatif. Par convention, c'est négatif. Les grandeurs positives sont les grandeurs gagnées par le système, et les grandeurs négatives sont les grandeurs perdues par les systèmes.
Ici, pour avoir un delta W négatif lorsque dV est positif, c'est-à-dire lorsque le volume de gaz augmente, le travail échangé est négatif, on ajoute ce moins-là. Et donc, dW, c'est le travail élémentaire de la force de pression, c'est moins P extérieur dV. P extérieur, c'est la force, c'est la pression à l'extérieur. Et donc, si on intègre cette expression, on aura W, c'est moins l'intégrale de P extérieur dV. On a quelques remarques ici. La première remarque, c'est que le travail est négatif si elle est reçue par le fluide, le système, et il est négatif si elle est perdue par le système. C'est une convention qu'on va faire dans tout le chapitre suivant. Toujours une énergie positive, elle est gagnée par le système, et une énergie négative, elle est perdue par le système. Euh, le symbole delta. On utilise ici un symbole delta. Pourquoi? Car le travail dépend du chemin suivi. Lorsqu'on a une grandeur qui dépend du chemin suivi, on met ce delta là. C'est le... Alors que si on a une grandeur qui ne dépend pas du chemin suivi, on met juste un t. Donc on a vu trois symboles de t. On a t, le petit t ici, c'est lorsque la grandeur ne dépend pas du chemin suivi. Et donc c'est lorsque la grandeur est une fonction d'état. Delta, c'est pour les grandeurs qui dépendent du chemin suivi. Et on a vu le zéro pour les dérivés des fonctions qui dépendent de plusieurs variables. Pour une transformation quasi-statique, c'est-à-dire lente, pratiquement, on dit que c'est lente, alors que une transformation quasi-statique, c'est une transformation qui passe par une infinité d'états d'équilibre, thermodynamique bien sûr. C'est-à-dire que lors d'une transformation d'un état B, d'un état A à un état B, tous les états intermédiaires sont des états d'équilibre. Si c'est le cas, la transformation est dite quasi-statique. Pratiquement, si la transformation est lente, on dit que c'est quasi-statique. Si la transformation est lente, on a toujours, un équilibre. Un équilibre thermodynamique, c'est-à-dire on a un équilibre mécanique. Un équilibre mécanique, c'est-à-dire que la force appliquée sur ce piston-là par le gaz égale à la force appliquée par l'extérieur sur le piston. Et donc on a un équilibre de pression. On a la pression extérieure égale à la pression intérieure. C'est le résultat de la remarque. Si on a une transformation lente ou quasi statique, la pression, c'est la pression extérieure, et donc on peut remplacer ici par PDV. Pour une transformation rapide, par exemple, si on met une masse M sur la surface de piston, par exemple, on considère ce piston-là vertical. Euh, le, le schéma ici, on le transforme en un schéma vertical et on place une grande masse sur ce piston-là. On n'a pas d'équilibre, mais on a un déplacement vite du piston, la force, et donc on remplace P extérieur par son expression. P extérieur, c'est la force sur la surface. La surface, c'est S. La force, c'est le poids de cette masse-là. Et donc, le piston, c'est mg, c'est le poids sur la surface. Pour une transformation monobar, c'est-à-dire que la pression du système est égale à la pression extérieure. Si on a la pression du système égale à la pression extérieure, on a P égale à P extérieur. Égale à P extérieur. On trouve bien sûr, on trouve d'autres forces dont on peut calculer le travail. On utilise toujours la même expression du travail. On détermine l'expression de la force, puis on multiplie par DOM qui correspond au système de coordonnées de la force qu'on a. C'est le travail. Un autre type d'échange d'énergie, c'est le transfert thermique.
le transfert thermique ou la chaleur. La chaleur, en fait, c'est un mot un peu ancien. On utilise récemment le transfert thermique ou l'échange d'énergie thermique. C'est un échange d'énergie qui se fait microscopiquement, c'est-à-dire que l'origine de ce transfert thermique, c'est microscopique. Alors que pour le travail, c'est macroscopique car on a une force qui s'applique sur un corps. On a trois modes. Les modes de transfert thermique, l'échange de chaleur entre deux systèmes peut se faire de trois façons différentes. On a la diffusion ou la conduction. La diffusion ou la conduction, c'est un transfert d'énergie qui se fait par choc. C'est-à-dire, on a dit que lorsque un corps a une température T, cette température correspond à une agitation thermique dont l'énergie cinétique moyenne, c'est I sur 2 Kb fois T, avec I le nombre de degrés de liberté de molécules du système. Lorsqu'on augmente la température, l'agitation thermique augmente, donc la vitesse quadratique moyenne des molécules augmente. Si cette vitesse-là augmente, on aura plus de choc. Donc si on met deux systèmes en contact, par exemple deux solides, avec des températures différentes, le système dont la température est plus grande a une agitation thermique plus grande, plus forte. Alors que le corps froid, il a une agitation thermique plus faible. À l'interface entre les deux, on aura des chocs plus grands et donc on a un transfert d'énergie cinétique du corps chaud au corps froid et ce transfert-là se reflète en une augmentation de l'énergie. Une augmentation d'énergie et donc on aura un équilibre à la fin. Cet équilibre-là correspond à une énergie cinétique moyenne et donc à une température. Les molécules des deux corps ont la même énergie cinétique moyenne et donc la même température. C'est la conduction. La convection se fait par un déplacement de fluide. Par exemple, ici, on a deux courants, si on mélange deux fluides, un fluide chaud et un fluide froid, et on mélange, on agite ce mélange-là, le mouvement de fluide, le mouvement d'ensemble ou macroscopique de fluide fait homogénéiser la température et donc on a un transfert thermique ou un transfert d'énergie entre ces deux fluides. Ce transfert-là se fait par convection. C'est le deuxième type de transfert. Le troisième type, c'est le rayonnement. Le rayonnement se fait simplement par des photons, comme l'énergie solaire. L'énergie solaire, c'est une énergie échangée par des photons. Il n'utilise pas l'agitation thermique car on peut avoir un échange d'énergie par rayonnement dans le vide, mais il utilise des photons. Et l'énergie d'un photon, c'est h nu. Nu, c'est c sur lambda, c'est la vitesse de la lumière sur lambda. Lambda, c'est la longueur d'onde de la lumière considérée. L'étude de ces trois types, c'est le sujet d'une partie du cours de deuxième année. C'est intitulé Transfert thermique. Il comporte deux chapitres. Le premier chapitre, c'est sur la diffusion et la convection. Et le deuxième, c'est sur le rayonnement. Une autre chose sur les transferts thermiques, c'est lorsqu'on augmente lorsqu'on donne la chaleur ou l'énergie thermique à une masse m d'un corps pur, par exemple l'eau. On considère l'eau à 20 degrés et on lui donne la chaleur, l'énergie thermique. On remarque que sa température augmente progressivement de façon linéaire avec le temps si l'énergie thermique ou la puissance thermique est constante. Si l'énergie est donnée de façon constante et
homogène, on aura une augmentation de température de façon euh, linéaire jusqu'à avoir 100 degrés pour l'eau. Jusqu'à avoir 100 degrés, à partir de 100 degrés, on aura l'évaporation, c'est-à-dire la transformation de l'eau de la phase liquide à la phase vapeur. Cette transformation se fait à pression et à température constante. Les deux doivent être constants. À température constante, donc la température reste constante à 100 degrés, même si on donne l'énergie thermique, jusqu'à avoir toute la masse M de l'eau se transforme en vapeur. Lorsque toute la masse se transforme en vapeur, lorsqu'on donne de l'énergie thermique à cette vapeur-là, sa température aussi augmente. On peut avoir une augmentation de volume, de pression aussi. Et donc, on constate de cette expérience simple que la chaleur ou le transfert thermique euh, présente deux types. On a ce qu'on appelle la chaleur sensible et on a la chaleur latente. La chaleur sensible, c'est l'énergie thermique qui permet de modifier une variable d'état. Généralement, c'est la température, principalement pour les liquides et les solides, les phases condensées. Lorsqu'on donne la température à un corps pur, loin de sa température de changement d'état, on aura une variation de température. La relation entre Q et la variation de température, c'est cette relation-là. C'est une relation de proportionnalité. Q, c'est C delta T. C ici, c'est la capacité calorifique de corps considéré. On peut écrire une forme différentielle de cette équation-là, c'est dQ égale à 7 dt. Ce d-là signifie que la chaleur dépend bien sûr de de chemin suivi. Elle dépend du chemin suivi, donc on met ce d, alors que t, la température, c'est une variable d'état, donc c'est une fonction d'état, donc on met le petit d, on ne met pas delta. Et donc lorsqu'on intègre dq, on aura q, et lorsqu'on intègre dt, on aura delta t. Ici, on a supposé que c ne dépend pas de la température, ce qui est généralement le cas pour des intervalles bien précis. Si on considère par exemple l'eau entre 20 degrés et 100 degrés, on constate que la variation de sa capacité calorifique est très faible. Cette capacité calorifique dépend de la quantité de matière ou de la masse. Donc on peut l'écrire sous la forme M fois C. Grand C, c'est la capacité calorifique. M petit c, le petit c, c'est la capacité calorifique massique. Car pour obtenir le petit c, c'est le grand C sur M. On a aussi le Cm, grand C avec un indice M, c'est molaire. C'est la capacité calorifique molaire. Et sa définition, c'est grand C sur le N, sur la quantité de matière. L'unité de C, c'est en joules par Kelvin ou joules par degré C, c'est la même chose. Et l'unité de petit c, c'est joules par Kelvin par kilogramme. Et Cm, c'est en joules par Kelvin par mol. C'est pour les phases condensées, c'est-à-dire les liquides et les solides. Lorsqu'on donne la température, lorsqu'on donne la chaleur, on aura une variation de température. Pour les gaz, on a trois relations. Car généralement, lorsqu'on donne une chaleur, on peut avoir une variation de température, une variation de volume ou une variation de pression. Selon le cas considéré, par exemple, on peut étudier une transformation isotherme, c'est-à-dire température constante, et donc on aura une variation de volume ou une variation de pression selon l'expérience considérée. Si on a une transformation isobare, c'est-à-dire pression constante, on aura une variation de température ou une variation de volume, ou les deux. On va regarder comment on peut utiliser ces relations dans le chapitre suivant. Alors que pour ce chapitre-là, on ne va pas utiliser généralement cette expression-là.
Pour le TD, le premier exercice de TD, c'est l'application de cette relation. C'est la calorimétrie. C'est un TP très intéressant qui permet de mesurer les quantités de chaleur en utilisant des variations de température. Si on mesure une variation de température, on peut déduire la chaleur. Et si on déduit la chaleur, on peut déduire les capacités calorifiques. L'autre type de la chaleur, euh, l'autre type de la chaleur, c'est lorsqu'on étudie la transition de phase. Lorsque l'état physique de, euh, lorsque l'état physique du corps change, pour changer l'état physique d'un corps, il faut lui donner une énergie thermique. Par exemple, dans l'exemple de l'eau, il faut donner une chaleur pour changer la valeur de, il faut- la- pour changer l'état physique de l'eau. Cette chaleur-là, il n'est pas reliée à la température car la température doit être fixée. Elle n'est pas reliée à la pression car la pression est fixée dans un changement d'état ou lors d'un changement d'état, la température et la pression sont fixées tout le long du changement d'état. Et donc, la chaleur d'un changement de phase, c'est la masse du corps fois la chaleur latente. La chaleur latente ici, elle, c'est la chaleur latente massique. Il est en joules par kilogramme. Joule par kilogramme nous donne fois la masse nous donne la, la chaleur ici. Et la signification de LC et C, la signification de LC, c'est l'énergie thermique qu'il faut donner à 1 kg de corps pur pour changer sa phase. On a L de vaporisation pour vaporisation, L de fusion pour la fusion, etc. Et on va déterminer les L dans un chapitre suivant. Alors que pour C, pour les petits c ici, sa signification c'est l'énergie thermique qu'il faut donner à 1 kg de corps pour augmenter sa température de 1 degré. La même chose pour ce Cm, c'est la chaleur ou l'énergie thermique qu'il faut donner à 1 mol pour augmenter sa température de 1 degré ou de 1 Kelvin, c'est la même chose. On a la même convention que pour le travail. Q est considéré positif, c'est elle est reçue par le système, et négatif, c'est elle est cédée par le système ou donnée à l'extérieur. Le transfert thermique, bien sûr, dépend du chemin suivi, donc on utilise delta au lieu de D, alors que la température ne dépend pas du chemin suivi, il dépend juste de la valeur initiale et finale, donc on met le petit d. L'unité internationale de Q, c'est joules, c'est une énergie, mais historiquement, on trouve la calorie. La calorie, elle est définie comme étant l'énergie qu'il faut donner à 1 gramme d'eau pour augmenter sa température de 1 degré. 1 degré Celsius. Ici, on trouve la correspondance entre calories et joules. On a 1 calorie, c'est 4,18 joules. Pour les gaz, les expressions, bien sûr, ces expressions-là sont valables pour une transformation quasi-statique. Quasi-statique, c'est-à-dire que la transformation passe par une infinité d'états d'équilibre. Et on utilise bien sûr l'une ou l'autre selon les variables qu'on a pour la transformation. Si on a T et V, on utilise cette expression. Si on a T et P, on utilise celle-là. Si on a P et V, on utilise celle-là. Et pour CV et CP, CV et CP sont les capacités calorifiques à volume constante et à pression constante. CV, c'est la capacité calorifique à volume constante et CP, c'est la capacité calorifique à pression constante. Ils sont exprimés bien sûr en joules par Kelvin ou en joules par degré C. C'est à partir de cette définition-là, c'est l'énergie qu'il faut donner à un gaz pour augmenter sa température de 1 degré à volume constant. C'est CV. Alors que CP, c'est l'énergie thermique
qu'il faut donner à un gaz pour augmenter sa température de 1 degré à pression constante. L, H, lambda et nu sont appelés coefficients calorifiques. La même chose pour Cp et Cv. Cp et Cv sont généralement donnés, alors que L, H, lambda et mu, on va voir comment les déterminer dans le chapitre suivant. L, H, lambda et nu sont appelés coefficients calorifiques. La démonstration de leur relation ou de leur expression sont dans le chapitre suivant. On ne va pas utiliser ces expressions généralement dans ce chapitre. Pour les phases condensées, on peut déduire cette relation-là ou cette relation à partir de la relation de gaz, car ces relations pour les gaz sont générales pour tous les corps, c'est-à-dire pour les gaz solides et liquides. Principalement lorsqu'on donne de l'énergie thermique à un corps, si on a un liquide et un solide, ce sont des phases incompressibles, et donc le volume ne change pas lorsqu'on chauffe un liquide ou un gaz. Généralement, leur volume et leur pression ne changent pas. Donc on peut négliger ces deux expressions-là, ces deux termes de cette expression. Donc on aura dQ c'est Cv dt et dQ égale à Cp dt. Cv et Cp donc sont égaux pour les phases condensées, pour les liquides et les solides, et Cp égale à Cv égale à C. Et on obtient cette expression-là. A priori, toutes les coefficients dépendent des variables d'état. Bien sûr, c'est Cv, Cp, C, etc. dépendent généralement de T, P, V, mais principalement de T, de la température. Mais il dépend aussi de l'état physique du corps. Par exemple, ici, Q égale à C delta T. Si on étudie un liquide, par exemple l'eau, on a une valeur de C, de capacité calorifique. Et si on étudie la glace, on a aussi une autre valeur de capacité calorifique. Donc il faut faire attention lorsqu'on étudie cette expression-là. Lorsqu'on utilise cette expression, il faut regarder bien l'état physique de corps considéré. Le changement d'état se fait à une température et pression fixée. L, c'est la chaleur latente massique du changement d'état. On a L vaporisation, c'est la chaleur latente massique de vaporisation. L fusion, c'est la chaleur latente massique de fusion, etc. On définit aussi un thermostat. C'est une notion très importante en thermodynamique. C'est un corps qui peut recevoir ou donner de l'énergie thermique sans que sa température varie. Le thermostat, par exemple, si on prend l'atmosphère ou l'eau de mer, si on prend l'atmosphère par exemple à 10 degrés, on va prendre à 20 degrés Celsius. Si on a une température de l'atmosphère à 20 degrés Celsius et on place un morceau de glace par exemple à moins 10 degrés, l'atmosphère va donner de la chaleur au morceau de glace. Mais la température de l'atmosphère ne va pas changer. Pourquoi? À partir de cette relation-là, la masse de l'atmosphère est très grande. La masse de l'atmosphère est très grande, donc la variation de la température est très faible pour des échanges d'énergie bien sûr très faibles. La même chose si on verse un verre d'eau à 200 degrés ou à 100 degrés, Celsius dans un baignoire rempli d'eau à 20 degrés. On ne va pas avoir un grand changement de température de baignoire. Donc on peut la négliger. Donc l'eau, lorsqu'on a un volume ou une masse très grande d'un corps à une température homogène, on aura c'est un thermostat. Les transformations de base. Pour passer d'un état d'équilibre A à un état d'équilibre B,
on a, euh, on a une transformation. Le système subit une transformation. On a plusieurs types de transformations. Principalement, on a 5 ou 6 types de transformations. On va commencer dans ce chapitre. Dans ce paragraphe, on va regarder trois types. Le premier, c'est une transformation isobare. Isobare, c'est une transformation dans laquelle la pression est constante. La pression est constante, donc la pression initiale égale à la pression finale. C'est une transformation isobare. Si on représente cette transformation dans un diagramme PV, ce diagramme de Clapeyron, c'est un segment qui est perpendiculaire sur l'axe d'épée, c'est-à-dire qui correspond à une pression constante. On peut avoir une détente, c'est-à-dire une augmentation de volume, ou une compression, c'est-à-dire une diminution de volume. La même chose pour isotherme. Isotherme, c'est-à-dire une transformation dans laquelle la température est constante. Isochore, c'est une transformation dans laquelle le volume est constant. Pour la transformation isochore, c'est un segment perpendiculaire à l'axe des V. Et pour isotherme, il dépend de la nature du gaz. Pour un gaz parfait, car ici PV, on doit avoir la relation entre P et V pour tracer la courbe. Pour isobare et isochore, les schémas sont indépendants de l'expression de l'équation d'état. Alors pour isotherme, il dépend bien de l'équation d'état. Pour un gaz parfait, ce qui est le cas généralement dans la plupart des exemples qu'on va étudier, on a PV égale à nRT, donc P c'est nRT sur V, isotherme c'est-à-dire T est constante, on va étudier juste des systèmes fermés, c'est-à-dire N égale à constante, et donc nRT c'est une constante sur V, c'est une courbe similaire à 1 sur X. Lorsqu'on augmente la température, la constante augmente et donc on aura une courbe plus haut. Mais on a toujours une courbe sous la forme de 1 sur X. C'est les trois transformations de base qu'on va étudier. Isobare P constante, isochore V constante, isotherme c'est T constante. Maintenant, on va traiter le premier principe. Le premier principe de la thermodynamique. Pour ce faire, il faut d'abord définir l'énergie interne. En mécanique, on a défini l'énergie mécanique comme étant l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, telle que l'énergie cinétique qu'on a ici, c'est l'énergie cinétique de tout le corps, c'est-à-dire si on considère un gaz dans un récipient, l'énergie cinétique qu'on a dans l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique de tout le gaz, c'est-à-dire l'énergie cinétique qui correspond au déplacement d'ensemble du gaz, et donc le déplacement de récipient. Ou un écoulement de fluide, c'est on a un fluide. L'énergie potentielle qu'on a ici, c'est l'énergie potentielle qui correspond aux forces conservatives. Généralement pour les gaz, on a juste la force de poids, et donc c'est juste mgz qu'on a ici. Lorsqu'on a étudié les théorèmes d'énergie mécanique, on a montré que cette énergie ne conserve pas si le système est soumis à une force ou des forces non conservatives. Et donc, une partie de cette énergie se transforme en énergie thermique. Par frottement, par exemple. Pour retrouver une loi plus générale que le théorème d'énergie mécanique, on va définir une notion appelée énergie totale. L'énergie totale du système, c'est l'énergie mécanique, plus une énergie appelée énergie interne. L'énergie interne, c'est l'énergie interne de gaz. L'énergie interne de gaz est constituée de deux termes. L'énergie cinétique microscopique moyenne, c'est symbole là, c'est-à-dire moyenne. Ici, c'est l'énergie cinétique microscopique. L'énergie cinétique microscopique correspond en fait à l'énergie cinétique des molécules au niveau microscopique. Au niveau microscopique, les molécules de gaz, même si le gaz macroscopiquement est au repos, les molécules sont en mouvement et donc elles ont une énergie cinétique.
L'énergie cinétique ici, c'est l'énergie cinétique microscopique du gaz. Ici, c'est l'énergie potentielle d'interaction. L'énergie potentielle d'interaction, c'est l'énergie d'interaction entre les molécules de gaz. Par exemple, l'énergie d'interaction de Van der Waals ou l'énergie d'interaction entre deux dipôles permanents ou entre deux molécules ioniques. U est une fonction d'état. L'énergie, c'est une fonction d'état. L'énergie totale. La même chose pour l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, c'est une fonction d'état. L'énergie totale, c'est une fonction d'état. Il dépend juste de l'état initial et l'état final. Et donc, delta U, c'est U final moins U initial. Pour n'importe quelle transformation, delta U, c'est U final moins U initial. La même chose pour l'énergie totale. L'énergie totale, delta E, c'est E final moins E initial. U, c'est une grandeur extensive, c'est-à-dire il est proportionnel à la masse ou la quantité de matière. Et donc on peut définir l'énergie massique, l'énergie interne massique et l'énergie interne molaire. L'énergie interne massique, c'est petit u, et donc c'est grand U sur M, alors que l'énergie interne molaire, c'est UM, qui est égal à U sur N, sur la quantité de matière. Pour un gaz parfait, dans les hypothèses de gaz parfait, on a dit que l'énergie potentielle d'interaction est négligeable devant l'énergie cinétique moyenne. Et donc, on néglige ce terme-là et on aura U égale à l'énergie cinétique moyenne du gaz. Et l'énergie cinétique moyenne, on a vu que lorsqu'on a défini la température cinétique, elle est proportionnelle à la température. Et le facteur de proportionnalité, c'est I sur 2 N Kp. Kp ici, c'est la constante de Boltzmann. N, c'est le nombre de particules de gaz. Et I, c'est le nombre de degrés de liberté, qui est égal à 3 si le gaz est monoatomique, comme Ne ou He, l'hélium. 5 si le gaz est diatomique, comme N2O2, F2, Cl2. Et 7 si le gaz est polyatomique, comme CO2, NO2, etc. Maintenant, on a défini l'énergie totale. Et après, on va voir le premier principe. On a dit le premier principe, c'est un principe de conservation. Donc, il s'annonce ou il postule que la variation d'énergie totale, c'est très important l'énoncé. Le premier principe postule que la variation d'énergie totale d'un système fermé, on doit avoir un système fermé et non pas ouvert. Le premier principe s'applique à un système fermé et il concerne l'énergie totale, c'est-à-dire cette énergie-là, et non pas U, est égale à la somme, la variation de cette énergie totale est égale à la somme de W et Q, échangée avec l'extérieur. Delta E, la variation de l'énergie totale, égale à la chaleur ou le transfert thermique échangé avec l'extérieur, plus le travail échangé avec l'extérieur. La forme différentielle de cette loi-là, ou ce principe, c'est du. E, c'est une fonction d'état, donc on met un t. Q, c'est une fonction qui dépend du chemin suivi, donc c'est delta. La même chose pour W. Donc on a du, de égale à dq plus dw. On a des remarques ici. Le premier principe, c'est un principe de conservation. On a dit que en thermo, on a 4 principes. Le premier, c'est un principe qui définit l'équilibre. Le deuxième, c'est le premier principe, c'est le principe de conservation. Il nous reste 2, principe d'évolution et principe de référence. Le principe de conservation postule la conservation d'énergie, c'est-à-dire que l'énergie peut juste changer de forme, elle ne peut pas être créée ou détruite. C'est-à-dire que c'est un principe qui exprime la conservation de l'énergie totale d'un système fermé. C'est très important, le système fermé et l'énergie totale. Généralement, les systèmes étudiés sont au repos et l'énergie potentielle des forces extérieures est constante. Et donc, E
l'énergie totale comporte U et EC et EP, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle macroscopique. Ces énergies sont généralement constantes car on considère un gaz au repos et donc on peut négliger leur variation, la variation de l'énergie cinétique macroscopique et la variation d'énergie potentielle des forces extérieures. Et donc on aura juste delta E, delta U égale à Q plus W ou DU égale à DQ plus DW. On va utiliser cette forme-là très souvent dans les applications, mais il faut toujours rappeler que le premier principe concerne l'énergie totale et non pas l'énergie interne. E et U sont des fonctions d'état, donc delta E égale à l'intégrale de DU. Delta U c'est l'intégrale de DU, alors que W c'est une fonction qui dépend du chemin suivi. La même chose pour la chaleur. Et donc W c'est l'intégrale de dW. On ne met pas delta W. Pour un gaz parfait, à partir de cette relation-là, U égale à I sur 2 nRT, donc delta U, I, N, R sont des constantes, donc on aura delta T. Et la forme différentielle, c'est du égale à I sur 2 nR dt. Donc l'énergie interne dépend seulement de la température. C'est la loi de Joule, la première loi de Joule, dont la démonstration expérimentale, c'est l'expérience de Joule-Gay-Lussac. Dans cette expérience, on a un gaz dans une enceinte comme ceci. À l'état initial, il occupe la moitié et l'autre moitié, dans l'autre moitié, on a le vide. À un instant, on enlève cette séparation-là et le gaz occupe les deux compartiments. Donc, son volume évolue de V0 à 2V0. L'enceinte ici, c'est rigide, c'est-à-dire il ne se déforme pas. Donc, on n'a pas de travail échangé. Le gaz ne donne pas de travail à l'extérieur. L'enceinte est aussi calorifugée. Calorifugée, c'est-à-dire on n'a pas de transfert d'énergie thermique vers l'extérieur. Et donc Q égale à 0. Si on utilise le premier principe, on a delta U qui est égal à peu près delta U. Delta E, c'est delta U car on n'a pas d'énergie cinétique macroscopique, on peut négliger sa variation. L'énergie potentielle aussi, on peut négliger sa variation. Et donc, delta U égale à Q plus W. Q et W sont nuls, donc delta U égale à 0, donc U égale à constante. Donc, la transformation est iso-énergétique. Iso, c'est constante. Énergétique, c'est énergie interne. L'énergie interne du gaz, c'est constante. C'est un autre type de transformation iso-énergétique. C'est-à-dire U égale à constante. On a isobar P égale à constante, la pression. Isocore V égale à constante, le volume. Isotherme T égale à constante, c'est température. Iso-énergétique, c'est U égale à constante. Pour un gaz parfait, U dépend juste de la température. Et donc, dt égale à 0. Du égale à constante, donc du égale à 0. Et donc, dt égale à 0. Et donc, T égale à constante. Et donc, une transformation iso-énergétique. Pour un gaz parfait, c'est une transformation isotherme, température constante. En utilisant la loi des gaz parfaits, on a P initial V initial égale à nRT initial et P final V final égale à nRT final. T initial égale à T final car c'est isotherme, qu'on note T0 et donc V final égale à 2V et à partir du schéma on a V final égale à 2V initial et donc la pression finale du gaz c'est la moitié de la pression initiale. Cette expérience est une preuve expérimentale de la loi de Joule, la première loi de Joule.
la première loi de Joule dit que l'énergie interne d'un gaz ne dépend que de la pression, de la température. L'énergie interne dépend seulement de la température. La- la- Si on veut tester un gaz, est-ce qu'il est un gaz parfait ou non, on étudie cette expérience-là avec le gaz. Si la température finale égale à la température initiale, donc l'énergie interne dépend seulement de la température. Sinon, le gaz, c'est pas un gaz parfait. Alors que la démonstration théorique de la loi de Joule, c'est celle-là. C'est à partir de cette relation-là. L'énergie interne, c'est l'énergie cinétique microscopique qui s'écrit sous cette forme-là. Et donc, si on met delta, on met le delta dans l'autre côté, dans le côté de T. Une autre fonction d'état, c'est l'enthalpie. L'enthalpie, on a défini l'énergie interne, c'est U. L'enthalpie, c'est une autre variable, c'est une autre fonction, c'est une fonction d'état qui dépend d'autres variables. Pour obtenir cette fonction-là, par définition, c'est U plus PV. U, c'est l'énergie interne du système, P, c'est sa pression, V, c'est son volume. Et à partir de cette définition, U, c'est une variable d'état, c'est une fonction d'état, P et V sont des variables d'état, donc H, c'est une variable d'état. Il est extensif, car U et PV sont extensifs, donc U c'est quoi extensif, P c'est intensif, mais V c'est extensif. Et donc V proportionnel à la masse ou la quantité de matière, U c'est proportionnel aussi à la quantité de matière, et donc H est proportionnel à la quantité de matière, donc c'est extensif. L'unité c'est le joule, c'est la même chose que U. La différentielle, on peut le calculer comme, comme ceci. DH c'est DU plus D de PV. D de PV, c'est un produit de deux fonctions. Donc, c'est PdV plus VdP. Et donc, en utilisant le premier principe, pour une transformation quasi-statique, ce qui est le cas généralement, on a du, c'est dq moins pdv. Pour une transformation quasi-statique, le travail, c'est moins pdv, alors que pour une transformation quelconque, on aura moins p extérieur dv. Si on remplace du par cette expression-là, on aura une simplification entre moins pdv et plus pdv. Et on aura dh c'est dq plus vdp. L'utilisation de cette fonction-là, c'est pour une transformation isobare. Si on a une transformation isobare p égale à constante, donc dp égale à 0, et donc dh égale à dq. dh égale à dq, et donc delta h c'est q. L'enthalpie est utilisée généralement en chimie. En deuxième année, vous allez faire la thermochimie. Il étudie généralement les delta H. Delta H, c'est l'énergie échangée au cours d'une réaction chimique, car généralement les réactions chimiques se font à pression constante. Et donc, en mesurant la chaleur, on peut déduire le delta H. Pour un gaz parfait, on a H, par définition, c'est H égale à U plus PV. U plus, pour un gaz parfait, c'est I sur 2 nRT. Et PV, c'est nRT. Et en factorisant par nRT, on aura I plus 2 sur 2. nRT, c'est H. Donc, la deuxième loi de Joule dit que l'enthalpie, H, ne dépend d'un gaz parfait, ne dépend que de la température, c'est T. H dépend seulement de T, ne dépend pas de V et P. Pour une phase condensée, c'est-à-dire les liquides ou les solides, dH égale à 7 dt. Pourquoi? Car dH, généralement, c'est dQ plus VdP. Pour les phases condensées, P c'est à peu près constante, donc on peut négliger dP. Et on a dH égale à dQ. Et dans dQ, on a CVdt plus LdP par exemple. dP est négligeable, donc on aura dH égale à CVdt. De même, dH égale à CPdt. Et donc, on peut l'écrire sous la forme CdT.
ce qu'on peut écrire sous la forme mc/dt ou mcm/dt. C, c'est la capacité calorifique du corps. Petit c, c'est la capacité calorifique massique. Et cm, c'est la capacité calorifique molaire. On peut définir aussi l'enthalpie massique H, petit h, et l'enthalpie molaire grand HM par les relations HC grand H sur M et HM égale à grand H sur N. Une démonstration expérimentale de la deuxième loi de Joule, c'est l'expérience de Joule-Thomson. Dans l'expérience de Joule-Thomson, on met un gaz dans un cylindre équipé de deux pistons. Deux pistons mobiles. Et on met ici une paroi pour eux. C'est-à-dire une paroi qui comporte des petits trous pour laisser le gaz passer de l'autre côté. Et on applique une pression constante P1 à ce gaz-là. La pression est appliquée à ce gaz, donc un ensemble de particules passe de l'autre côté et donc il applique une pression P2 sur ce piston-là. On a une différence de pression ici car la paroi diminue la vitesse des particules et donc on aura ici des particules avec des énergies cinétiques plus faibles que l'énergie cinétique des particules qu'on a ici. À l'état final, toutes les particules de la première partie du cylindre passent à l'autre côté. Et on a aussi ici P2. On a une paroi calorifugée, donc Q égale à 0. On a W, car le gaz exerce une force sur les pistons. Ce piston-là donne du travail au gaz, alors que ce piston reçoit du travail du gaz. Et donc W, c'est W1 sur le premier piston, plus W2, c'est pour le deuxième piston. À partir de l'expression de W, c'est moins l'intégrale de P dV, P extérieur bien sûr. P extérieur, ici c'est P1, alors que P extérieur dans l'autre côté, c'est P2. Pour les bornes de l'intégrale, l'état initial ici, c'est V1, c'est le volume, c'est ce volume-là, alors que l'état final, c'est cet état-là, c'est 0 pour le P1, alors que pour P2, l'état initial c'est 0, alors que l'état final c'est V2. Si on remplace, P1 et P2 sont des constants, donc on les fait sortir de l'intégrale, et on aura moins P1 facteur de 0 moins V1, moins P2, V2 moins 0. Donc W égale à P1 V1 moins P2 V2. En appliquant le premier principe, on a delta U égale à U2 qui est égal à U2 moins U1, car c'est une fonction d'état, égale à W, et W c'est P1V1 moins P2V2. On fait passer ce terme-là, P2V2, vers l'autre côté, et U1 vers l'autre côté, on aura U1 plus P1V1 égale à U2 plus P2V2, c'est H1, et ici c'est H2. C'est l'enthalpie. Et donc la détente est isoenthalpique. C'est un autre type de transformation isoenthalpique, c'est-à-dire H égale à constante. Et pour un gaz parfait, on a vu que la température H dépend juste de la température. Donc c'est la deuxième loi de Joule. Si on fait cette expérience et on mesure la température à l'état initial et la température à l'état final et on trouve que c'est la même température, alors c'est un gaz parfait. Car la détente est toujours isenthalpique. La dernière chose importante dans ce chapitre, c'est les capacités calorifiques. Les capacités calorifiques sont les capacités qu'on a définies ici. C'est CV et CP. Leur expression,
on peut déduire leur expression à partir de, de dq. On a le premier principe pour un gaz parfait, c'est du égale à cv dt, qui est égal à dq moins pdv. Si on considère que v est constante, on peut écrire que dq égale à cv dt, et donc on obtient que du c'est cv dt. Alors cv c'est du sur dt avec constante. Par définition, la capacité calorifique à volume constant c'est du sur dt, alors que la capacité calorifique à pression constante c'est dh sur dt à pression constante. Pour un gaz parfait, U égale à I sur 2 nRT, et H c'est I plus 2 sur 2 nRT, comme on a montré dans le paragraphe précédent. Et donc CV c'est DU sur T. NR ne dépend pas de T, donc on aura en dérivant cette expression, on aura I sur 2 NR. La même chose ici, en dérivant cette expression, on aura I sur 2 V, I plus 2 sur 2 NR. Et si on fait la différence entre les deux, Cp moins Cv, on aura NR, c'est la relation de Maillard. C'est la relation de Maillard. Cette relation-là nous permet aussi de démontrer les expressions de coefficients calorifiques pour un gaz parfait. Pour un gaz parfait, du c'est Cv dt. À partir de cette expression, U c'est cette expression fois T. Cette expression c'est Cv, et donc U c'est CvT, et donc du c'est Cv dt. Cv dt qui est égal à, par le premier principe, c'est dq moins pdv. Donc dq c'est Cv dt plus pdv. La même chose pour H. dh c'est Cp dt égale à dq plus vdp. Et donc dq c'est Cp dt moins vdp. Or, à partir de la première, le deuxième paragraphe, dont on a traité les expressions de dq pour un gaz, on a cvdt plus ldv et cpdt plus hdp. Par identification, avec cette relation et avec celle-là, on obtient que L égale à P et H égale à moins V. Pour un gaz parfait, bien sûr. Les expressions générales, c'est pour le chapitre suivant. Maintenant, on va traiter des exemples de transformation. Et on va essayer de calculer delta U, Q et W pour cette transformation-là. On va considérer toutes les transformations quasi-statiques pour juste être capable de remplacer P extérieur par P dans le travail. On va commencer par une transformation isotherme. Dans une transformation isotherme, la température est constante, donc on a T2 égale à T1. T2 c'est la température de l'état initial, T1 c'est la température de l'état initial et T2 c'est la température de l'état final. P2 et V2, P1, V1, c'est la même chose pour l'état initial et l'état final. Delta U c'est CV delta T, et donc CV T2 moins T1. On a une transformation isotherme, donc c'est 0. Pour le travail, WC moins PDV entre V1 et V2, en remplaçant P par son expression NR T0 sur V. T0 ici c'est T1 ou T2, c'est la même. On les note T0. Et donc NRT0 c'est constante. Et on aura l'intégrale de dV sur V, c'est ln. C'est ln de V2 sur moins ln de V1, qui peut s'écrire sous la forme ln de V2 sur V1. Et donc on aura W c'est NRT0 ln de V1 sur V2. On fait entrer ce moins là. En utilisant le premier principe pour le transfert thermique, pour le transfert thermique, on a delta U égale à W plus Q. Donc Q égale à delta U moins W. Delta U c'est 0, donc Q égale à moins W. Donc il suffit d'inverser V1 et V2.
On obtient le Q. On fait toujours la même chose pour toutes les transformations. On calcule delta U en utilisant cette expression pour un gaz parfait, si on a un gaz parfait. On calcule le travail en utilisant cette expression-là et on déduit Q. On n'utilise pas ces expressions-là, car on n'a pas l'expression générale de L et H. On utilise toujours le premier principe pour déduire Q. En utilisant l'équation de gaz parfait, on déduit que PV, P1V1 égale à P2V2, car P1V1 égale nRT1 et P2V2 égale à nRT2. Or, T1 et T2 sont égaux, donc P1V1 égale à P2V2. Ces expressions nous permettent de calculer V1 ou V2 ou P1 ou P2 si on connaît les trois autres. On peut remplacer donc V1 sur V2 par P2 sur P1 à partir de cette expression. Et on peut écrire la relation ou l'expression de W ou Q en fonction de pression au lieu de volume. Si V1 est supérieur à V2, c'est une détente, c'est-à-dire que le volume initial est plus grand que le volume final est plus grand que le volume initial, donc le volume augmente, c'est une détente. Et si on a une détente V2 est supérieur à V1, donc W est négatif. W est négatif, donc le gaz donne du travail à l'extérieur. Dans le cas inverse, si V2 est inférieur à V1, c'est une compression, donc on comprime le gaz ou le système et donc on lui donne du travail. Donc W est positif. Dans le cas de compression, le gaz reçoit du travail et il perd de l'énergie sous forme Q, d'énergie thermique. Le travail dans le cas d'une transformation quasi-statique représente la surface algébrique compris entre la courbe PV et les droites. Dans le cas d'une transformation quasi-statique, le travail est donné par cette expression-là et l'intégrale d'une fonction, l'interprétation géométrique de l'intégrale d'une fonction, c'est la surface délimitée par V1 et V2 et qui est décrit par cette courbe-là, par P en fonction de V. Il est algébrique car elle peut être positive ou négative selon la direction du transformation. Est-ce que c'est une compression ou une détente? Pour l'enthalpie, on peut aussi calculer l'enthalpie. L'enthalpie est donnée par delta H égale à Cp delta T, et donc T final moins T initial pour isotherme. Pour une transformation isotherme, c'est 0. Un autre type de transformation, c'est isobar. Pour une transformation isobar, on a P1 égale à P2 égale à P0, qu'on note P0. Les températures ne sont pas égaux, donc delta U c'est CV T2 moins T1. Le travail est changé, P est constante, donc on le fait sortir de l'intégrale. On a V2 moins V1. Et si on inverse, on fait entrer ce moins-là, on aura V1 moins V2. Le transfert thermique est déduit à partir du premier principe, c'est toujours delta U moins W, car c'est V T2 moins T1 moins P0 V1 moins V2. En effet, on peut remplacer P0 par P1 ou par P2, donc cette expression devient, l'expression du travail devient P0 fois V1, on remplace P0 par P1 et on obtient P1 V1. P0 fois V2, on remplace P0 par P2, on aura P1 V1 moins P2 V2. P1 V1 c'est nRT1, P2 V2 c'est nRT2. En factorisant par nR, on obtient le travail égal à nR T1 moins T2. En utilisant ce résultat, on peut remplacer ici. Et donc, factorisé par T2 moins T1, on aura CP T2 moins T1. En utilisant la relation de Mayer ici. Car CP moins CV c'est NR, donc CP égale à CV plus NR. La variation d'enthalpie, on peut la déduire toujours, c'est CP delta T.
Et donc si c'est pt de moins t1 qui est égal à q, la transformation est isobare. Pour une transformation isobare, toujours delta H égale à Q. On l'a vu dans les remarques sur l'enthalpie. Le gaz reçoit du travail de l'extérieur si W est positif. Si W est positif, donc T1 supérieur à T2. Donc c'est le cas de refroidissement. Si on refroidit le système, le, si on donne du travail au système, le système se refroidit. Pour une transformation isocore, c'est le dernier type de transformation, on a le volume constant. Isocore, c'est volume constant, donc c'est V1 égale à V2 égale à V0. Donc delta U, c'est toujours CV delta T. Travail échangé V constant, donc dV égale à 0, donc le travail égale à 0. Le transfert thermique, et donc Q égale à delta U moins W, qui est égal à delta U, car W égale à 0. Et donc Q, c'est CV delta T. Le travail échangé est donc nul, ce qui est bien en accord avec l'interprétation géométrique, car si on a une transformation isocore dans le schéma qu'on a tracé lorsqu'on a vu les transformations, isocore, on n'a pas de surface en dessous de ce segment-là. Alors qu'ici, on a une surface, donc W est non nul. La même chose ici, la surface délimitée par cette courbe, en dessous de cette courbe, c'est non nul, et donc le travail est non nul. La même chose ici, alors qu'ici, on n'a pas de surface, donc pour les transformations isocore, on a un volume constant. Le refroidissement du système, si T2 est inférieur à T1, c'est T2 est inférieur à T1, correspond à Q négatif, c'est-à-dire que le système perd du transfert thermique, donne du transfert thermique à l'extérieur. C'est tout pour ce chapitre. Le plus important dans ce chapitre et dans les suites, c'est de calculer delta U, W et Q pour les transformations comme ceci. Pour les transformations isocore, isobare et isotherme. Et connaître les CP et CV, leur définition, et démontrer la relation de Mayer. Et une chose un peu différente, c'est connaître à utiliser cette expression-là pour calculer C ou Q. C'est le premier exercice du TD. C'est tout pour le chapitre, pour le premier principe. Et il faut connaître juste les transformations et l'énoncé bien sûr de premier principe et comment les utiliser. On va corriger des exemples ou des exemples plus pratiques de ces calculs-là en TD, mais généralement c'est le même calcul toujours.